l'hebdo politique. Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation pour vivre ces municipales ici à Bernay avec l'ensemble des candidats en lice. Ils sont 4 et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir avec nous Ludovic Ben Mokhtar. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Ludovic Ben Mokhtar, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour faire vivre ces municipales ici à Bernay. Vous êtes 4 listes en course et la vôtre s'intitule Bernay autrement. Magazine qui dure environ 26 minutes, je dis environ parce qu'on l'a déjà un peu entamé, qui sera coupé d'une petite pause. Et puis au début de cette petite pause, 3 questions qu'on a pris l'habitude de poser à l'ensemble des candidats aux municipales et sur lesquelles vous pourrez nous apporter quelques éléments complémentaires, comme vous allez pouvoir le faire dans un instant sur le très court portrait que je fais de vous. Alors, je ne lève pas un loup, vous allez comprendre pourquoi je dis le loup. On dit de vous, vous êtes le petit jeune, mais moi je dirais que vous n'êtes pas si nouveau que ça en politique, puisque vous êtes déjà très actif avec un certain Louis Hiver pour le compte des jeunes démocrates et notamment des jeunes démocrates européens. Vous avez partagé un temps votre parcours entre l'ex-Basse-Normandie et l'actuelle Haute-Normandie et Bernay, donc, pour ensuite vous consacrer donc sur cette partie du département de l'Eure, puisque encore il n'y a pas si longtemps, vous étiez vous êtes encore adjoint en charge de la culture et du patrimoine auprès de Jean-Luc Bonamy, qui dirigeait l'équipe municipale majoritaire sortante. Et donc, fort d'une expérience d'environ un peu plus de 3 ans et demi, vous, Ludovic Ben Mokhtar, vous êtes qualifié également de candidat surprise, parce que vous êtes tout simplement le 4e à vous être déclaré sur ces élections municipales 2020 ici à Bernay. Et donc, vous avez une phrase que vous répétez régulièrement, vous citez Pierre Corneille, vous dites « Bon, d'accord, je suis jeune, c'est bien, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. » Ça vous ressemble bien, cette formule ? En fait, c'est pas moi qui... C'est pas vous qui l'avez l'avez dit. Je sais pas dit. cette phrase, non, en fait, c'est le journaliste du Paris-Normandie qui la répète à chaque fois. Ça me flatte, mais c'est pas une phrase que j'utilise au quotidien. Pour le parcours, vous avez raison. En fait, j'ai commencé par l'associatif quand je suis arrivé à l'université. Et puis ensuite, un peu de syndicalisme étudiant en tant que représentant étudiant. J'ai fait un passage dans un parti européen où je me suis vraiment engagé pendant 2 bonnes années dans la politique européenne. Et formateur puis très formateur, très formateur, parce que là on était sur des sujets plutôt techniques. Alors on manquait justement de lien avec la population, ce que j'avais vraiment dans la représentation étudiante. Et puis ensuite en 2016, un peu par hasard, on m'a appelé à la rescousse, à l'époque juste pour être conseiller municipal, pour faire partie de l'équipe de Jean-Luc Bonamy dans un contexte qui était un peu spécial. Et puis petit à petit, je suis devenu conseiller municipal délégué et puis adjoint au maire. Votre cheval de bataille, c'est la culture. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que l'on me prête parce que non, dans le fond, en fait. Je me suis intéressé au sujet qui était le mien, la culture, le patrimoine et l'animation du territoire. Et 1 an avant, je m'intéressais à la politique européenne et c'était peut-être aussi mon cheval de bataille. C'est vrai que quand je travaille sur un sujet, je m'y mets à fond, je travaille beaucoup dessus et j'essaie de me spécialiser au max. Donc pendant 3 ans et demi, à juste titre, j'ai défendu la culture, le patrimoine et l'animation du territoire. Et là, ce qui est intéressant justement depuis 3-4 mois, c'est que j'ai une vision beaucoup plus globale et je travaille justement sur tous les sujets. Et donc si je suis maire, ce ne sera pas la culture comme cheval de bataille. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi vous partez en campagne où on a plus de coups à prendre que de joie de vivre à vivre pendant la campagne ? Parce qu'après, on a envie de meilleur et c'est plus serein. Pourquoi je pars ? C'est une question que je me suis posée durant l'été. En fait, je savais, je commençais à percevoir que le maire n'allait pas se représenter. J'ai d'abord regardé en fait qui étaient les autres candidats, parce que je vous avoue que adjoint maire et maire, il y a quand même une grande différence. Justement, il y a plus de coûts, c'est vraiment un travail à plein temps. Et donc, je me suis beaucoup posé cette question-là. Est-ce que je ne peux pas suivre tout simplement un autre candidat ? Il y avait 3 candidats déclarés. Au final, je me suis reconnu dans aucun des 3 candidats. Et puis, donc, j'ai rencontré plein d'élus pour savoir ce que c'était d'être maire. Parce qu'au final, la campagne ne me posait pas vraiment de problème. Je sais comment ça fonctionne. Je sais que c'est intense. Mais ce qui me posait question, c'était le mandat de maire. Parce que là, c'est 6 ans. C'est long et c'est encore plus intense. Et donc j'ai discuté avec des gens pour savoir si je pensais pouvoir être maire, si j'en avais les capacités, si j'avais la fibre qu'il fallait, parce que là on est dans un lien vraiment de proximité avec tous les habitants. Et puis quand j'ai compris et voilà, je me suis posé cette question-là et je me suis rendu compte que je pensais pouvoir l'être, je me suis lancé dans cette bataille.
Comme vous l'avez dit, on est venu vous chercher au mandat précédent. Est-ce que là, on vous a incité à y aller? C'est-à-dire qu'on vous a dit, ça serait bien que Ludovic, vous y alliez, ou tu y vas, je ne sais pas quelles étaient les relations, mais... Pas du tout. Non? Pas du tout. En fait, c'est pour être même honnête, j'ai essayé de pousser Julie Blotière, qui est adjointe à la jeunesse aujourd'hui, parce que je trouvais que c'était déjà une femme, un bon profil et quelqu'un avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Elle s'est posée elle aussi la question, elle n'a pas souhaité y aller. Et puis ensuite, je me suis dit que j'allais y aller. Et donc au début, je suis parti un peu seul. Alors ça a duré quelques jours. Et je suis allé voir dans la majorité municipale, en fait, les élus avec lesquels j'avais apprécié travailler pendant le mandat. Et tout en me disant aussi que je voulais renouveler beaucoup. Donc j'ai au final posé la question à 3 élus, Julie Blotière, André Sourdon et Christopher Sandin. Et puis ensuite, je suis allé voir des personnes de l'extérieur. Est-ce que vous avez peur que certains vous taxent de continuité de ce qui s'est passé dans la majorité précédente? Si j'étais la continuité, je pense que j'aurais pas appelé ma liste Bernet autrement. Je pense que, si vous voulez, je considère vraiment que je suis une continuité de projet dans les projets que portent les élus qui me rejoignent. C'est-à-dire que demain, je vais pas tout changer à la culture au patrimoine, puisque ça voudrait dire que pendant 3 ans et demi, j'ai fait des choses dans lesquelles je croyais pas. Idem pour l'enfance et la jeunesse. Maintenant, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut changer. Il y a la gouvernance partagée, il y a tout un tas de choses qui sont justement dans mon programme. Et je pense surtout que j'aimerais donner la même envie et je dirais peut-être le même peps que j'ai essayé de donner à ma délégation dans toutes les compétences de la ville et dans le quotidien de la ville. Gouvernance, on va en parler dans la deuxième partie de ce magazine. L'un des thèmes forts, majeurs, qui ressort quand on sollicite les citoyens de Bernay, mais aussi d'autre part, c'est l'écologie, l'environnement, sentiment fort, notamment depuis les élections européennes, mais pas que. Vous aussi, vous avez travaillé dessus, vous avez des axes sur lesquels vous allez vous investir plus particulièrement, une fois élu maire. En fait, tout le programme est posé sur les 3 axes du développement durable, donc l'attractivité du territoire, la solidarité et l'écologie. Et sur toute la partie écologie, on est parti en fait d'un constat qui était que l'écologie, au-delà même d'être parfois une revendication politique, et c'était surtout du bon sens au quotidien. Et donc sur l'écologie, sur toutes nos propositions qu'on a dans l'écologie, c'est au final, d'une part, de travailler sur une ville verte, puisqu'aujourd'hui, c'est une compétence de la ville de pouvoir verdir les espaces publics, de pouvoir permettre aux habitants aussi de vivre ensemble par exemple, la création de potagers, d'espaces à fleurir. Et puis, c'est aussi, derrière, toute la responsabilité de la ville. La ville, on a des bâtiments, on a des agents qui se déplacent, on a aussi l'éclairage public, on a tout un certain nombre d'actions au quotidien qui ont un impact sur la ville, et donc c'est essayer d'être responsable sur cet impact-là. Avec aussi des jardins collectifs, création d'un site patrimonial. Bon là je sors un peu, mais ça fait aussi partie de l'environnement. Oui, le site patrimonial remarquable, en fait, c'est à la fois... Excusez-moi, c'est pas grave. C'est à la fois la protection du patrimoine bâti, mais aussi le patrimoine végétal. Et aujourd'hui à Bernay, quand vous faites le tour un peu sur l'extérieur de Bernay, vous avez des paysages qui sont magnifiques et qui doivent être protégés par l'intermédiaire du PLU et aussi par la zone patrimoniale remarquable. Alors vous l'avez évoqué en parlant des bâtiments, rénovation énergétique des bâtiments pour qu'on puisse en profiter durablement. C'est ça. Et puis aussi un enjeu, alors si c'est la rénovation énergétique des bâtiments municipaux, il y a un enjeu aussi de baisse des coûts de fonctionnement, puisque quand vous rénovez énergétiquement les bâtiments, vous consommez moins, mais c'est aussi pour les privés. Et notamment, on veut créer un guichet unique de l'habitat qui permettra aux habitants de pouvoir connaître tous les dispositifs des États, régions, départements, qui permettent justement d'accompagner la rénovation des bâtiments et donc au final réduire à la fin du mois la facture d'électricité. Ça fait partie de votre certification écologique ? Parce que vous avez décidé de mettre en avant, de vous engager dans une certification écologique, un label peut-être. La certification, c'est sur la cantine. C'est sur la cantine scolaire durable. C'est sur la restauration scolaire. Alors, je dis cantine. J'ai essayé de le décliner à toutes vos actions. Je suis un peu réducteur parce que c'est pas seulement la cantine, c'est au final tout ce qui profite de la restauration municipale. On voudrait la restaurer parce que la certifier, parce qu'on se rend compte que avoir du 100% bio, c'est parfois assez compliqué, mais au moins d'avoir une certification qui permet au final d'être sûr que à la fois nos enfants, mais aussi toutes les personnes qui profitent de la restauration municipale puissent manger des produits de qualité et surtout en circuit court. Et puis, des familles zéro déchet. Là, on rêve, c'est un monde utopique ou pas du tout ?
ce sera pas tous les Bernéens. Et en fait, c'est des actions pédagogiques. Le gros volet aussi, je pense, de la transition écologique, c'est la pédagogie auprès des jeunes, mais pas seulement. Et notamment, il y a des villes qui ont mis en place des actions zéro déchet auprès des parents. Donc, c'est l'accompagnement de quelques familles par an, où la ville va les accompagner toute l'année dans leur gestion quotidienne des déchets. Et puis ensuite, ces parents-là et ces enfants-là, je pense, deviendront prescripteurs autour d'eux. Et puis, quand on parle d'écologie, on parle aussi de déplacement. Déplacement d'où, là aussi, vous y avez pensé? C'est retravailler toute la mobilité. Alors là, c'est vrai que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup justement quand j'étais plutôt dans la politique européenne. La mobilité, c'est pareil, pas être fermé, pas être idéologique. Demain, on n'aura pas du tout vélo à Bernay. La seule question, c'est de permettre aux gens d'utiliser différents modes de déplacement et de les favoriser. On n'obligera pas les gens à utiliser leur vélo s'ils n'en ont pas envie, s'ils ne se sentent pas en sécurité quand ils le pratiquent. Donc c'est aider, favoriser. C'est par exemple, si on est sur le vélo, travailler à la signalisation cyclable, à ces sas sécurité près des feux rouges, à des pistes cyclables quand c'est nécessaire, et puis par exemple à de la location longue et moyenne durée de vélos électriques. Tout ça peut être envisagé très rapidement? En fait, tout le programme, il est plutôt sur une échelle 10 ans. C'est-à-dire que c'est une vision sur 10 ans. Ce sur quoi on s'engage, c'est que ce programme toutes les actions soient au moins commencées sur le mandat. Donc il y a des choses qui vont intervenir très rapidement, dans les 2-3 ans, même la première année, et d'autres choses qui vont prendre plus de temps, type la rénovation des quartiers ou la rénovation énergétique des bâtiments. On ne va pas faire tout Bernay en un mandat, ça c'est clair, mais si on peut déjà faire beaucoup de bâtiments ou beaucoup d'habitations privées tout au long du mandat, ce sera déjà une réussite. Vous comprenez, vous entendez, quand on parle d'urgence climatique, bien évidemment, il ne faut pas tout ramener à une seule ville, mais c'est de savoir que les habitants, la population, elle attend des actes visibles. Je sais bien que c'est toujours un peu problématique, mais elle attend des actes visibles sur la durée d'un mandat. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut bien enclencher des actions qui soient visibles assez rapidement. De toute façon, tout sera enclenché. Ça, c'est un peu l'équilibre du mandat. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui va concerner la ville peut être fait assez rapidement. La rénovation énergétique des bâtiments, la rénovation de tout le parc de lumière en LED, ça peut être fait assez rapidement. Par contre, tout ce qui va être pas directement porté par la ville, mais par exemple sur le parc privé, là, c'est de l'accompagnement. Et quand vous accompagnez les gens, ça prend nécessairement plus de temps. Notre invité pour ces municipales 2020 ici à Bernay, c'est Ludovic Ben Mokhtar qu'on retrouve dans un instant. L'hebdo politique. Ludovic Ben Mokhtar, 3 questions qu'on a pris l'habitude de poser à chacun des candidats. Donc ce sont les mêmes questions, mais ce sont des réponses différentes. Question musique stimulante. Deuxième question, si vous avez une personnalité que vous tenez en référence. Et puis la troisième, si vous avez le temps encore d'avoir une passion et que vous pouvez développer. Première question, la musique stimulante. Vous nous avez répondu Christian Loeffler. Oui, alors je suis un passionné de musique électro. Alors la musique électro, c'est pas ce qui passe en boîte de nuit, c'est beaucoup plus intéressant que ça, c'est de la techno, de la minimale, toutes ces musiques-là. Et Christian Loeffler, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait de la minimale, c'est une musique envoûtante, et c'est vrai que notamment pendant la campagne, quand je suis en voiture ou quand je me prépare un événement, je me la mets souvent à fond dans les oreilles pour me détendre et puis me donner du courage pour les événements. Mais c'est pas le seul artiste que j'apprécie, il y en a beaucoup, il y a les femmes, il y a Amélie Lenz, Charlotte de Witt, etc. Mais c'est vrai que la techno, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous dites, mais ça me donne du courage et de l'énergie. Ouais, je pense que il faut toujours quelque chose qui nous stimule. Alors, on en a de base du courage et de l'énergie, surtout à mon âge, heureusement. Mais c'est vrai que voilà, parfois il faut des choses pour se recentrer. Alors pour certains, ça va être se balader à la campagne. Voilà, moi c'est la musique, c'est quelque chose d'important dans ma vie. En tout cas, je vous le recommande. J'ai découvert et c'est assez à la fois impressionnant et envoûtant. C'est un peu les deux mots qui me sont venus à l'esprit. Personnalité que vous tenez en référence, Winston Churchill. Oui. On aurait pu penser à un petit peu plus jeune, mais non, pas du tout. Là, il y a le personnage. Et parce que je trouve que ça nous manque d'avoir des personnalités politiques un peu rugueuses. C'est quelqu'un de complexe, en fait. Et aujourd'hui, on est dans une vie où tous les hommes politiques doivent être très lisses. Et Churchill a été quelqu'un qui a pris toutes ses responsabilités à un moment de l'histoire, qui a joué son vrai rôle de politique. C'est-à-dire que quand on regarde les documentaires ou quand on lit des livres à son sujet, on se rend compte qu'il a pas... c'est pas lui qui a mené la guerre, mais lui, il a rassemblé les gens, en fait. Et je pense que c'est ce qui manque parfois aux habitants ou aux citoyens, c'est d'avoir un objectif et de pouvoir regarder quelque part. Et lui, il a réussi à le donner au peuple britannique, et c'est quelqu'un vraiment qui me marque particulièrement.
Et à la question si vous avez des passions ou des hobbies, même si vous nous expliquez que vous n'avez plus trop le temps pour poursuivre plus sérieusement encore, c'est la musique que vous pratiquez. Oui, j'ai fait 12 ans de saxophone, alto et soprano. J'ai fait du trombone et j'ai fait du piano. J'étais inscrit au conservatoire de Bernay. Je faisais aussi partie du quatuor de saxophone de Bernay, mais c'est quelque chose que j'ai arrêté il y a 2 ou 3 ans. Parce que j'ai vraiment plus le temps maintenant. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi. J'ai même failli à un moment, j'ai voulu devenir professionnel vers 18 ans et au final, je suis parti de l'autre côté. Je suis parti à l'université et puis je me suis engagé politiquement derrière. Mais ouais, c'est quelque chose d'important dans ma vie, la musique. Mais peut-être que j'aurai le temps un jour. Comment on arrive aux instruments avant avec la classique flûte à bec qu'on nous apprend quand on est ça a été le déclic avec Madame Dionis, elle se reconnaîtra au collège Le Hameau. Et elle est là. Non, ça aurait été beau. Non, mais je l'ai croisée sur le marché samedi dernier. Et moi j'ai commencé la musique en 6e, donc la flûte, et puis en 5e je me suis inscrit au conservatoire de Bernay à l'époque qui s'appelait l'école de musique. Et ouais, c'est le début, comme quoi ça fonctionne. Ludovic, deuxième partie, on a dit qu'on s'attaquerait à la gouvernance. Pourquoi on parle de gouvernance ? Parce qu'il y a le mot proximité qui revient très régulièrement, parce que vous multipliez les rendez-vous avec la population, les citoyens, vous allez à leur rencontre, et on ne peut peut-être plus faire de la même gouvernance municipale qu'avant. Et donc vous avez décidé un certain nombre de choses, vous parlez de gouvernance partagée. Le mot est fort. Oui, le mot est fort, et c'est justement aussi ce qui fait partie du Bernay autrement, et ce qui est assez radical dans le changement. S'il y a bien quelque chose qui m'a marqué pendant ces 3 ans et demi de mandat, c'est que parfois, même si on essaie de ne pas l'être, on est déconnecté. Parce qu'on ne peut pas habiter dans les quartiers, parce qu'on ne peut pas pratiquer toutes les activités, parce qu'on ne peut pas être de tous les milieux sociaux. Et parfois, même si on essayait vraiment de coller à la réalité du terrain, on se rendait compte qu'on faisait des choses déconnectées. Et c'est pas en allant dans les AG ou en étant soi-disant sur le terrain, parce qu'on fait le marché le samedi matin, que l'on vit la vie des gens. Et donc la gouvernance partagée, c'est en fait replacer un échelon supplémentaire institutionnellement. Donc c'est pas juste une phrase, c'est vraiment, ce sera dans notre système de décision et de co-construction, c'est de mettre en fait la vie du citoyen et l'expertise quotidienne du citoyen. Et donc en fait, sur tous les projets, qu'ils soient plutôt localisés ou vraiment à l'échelle de la ville, l'adjoint compétent sur son domaine travaillera en lien avec des citoyens tirés au sort. Alors dans des modalités différentes, c'est expliqué justement dans le document de campagne, et pas juste à la fin pour demander l'avis, dès le début. Et donc il y a aussi une vocation pédagogique, parce qu'il y a des projets où l'élu va devoir travailler avec ses services pendant presque 2 ans, et l'idée c'est que les citoyens nous accompagnent pendant 2 ans. C'est en ce sens que vous voulez faire l'ouverture d'une maison de la démocratie ? C'est ça. Alors c'est un peu bizarre de se dire on va faire une maison de la démocratie à l'hôtel de ville qui est censé être la maison de la démocratie, mais je trouvais quand même que c'était important de le renoter, parce que parfois on oublie son sens premier. La maison de la démocratie, en fait, ce sera un lieu où justement il y aura à la fois tous les comités professionnels ou socio-professionnels que l'on veut organiser, les assises des associations, le comité de lutte contre la désertification médicale par exemple, les comités de quartier, qui seront aussi très importants. Il y en aura 4, un sur le stade, un sur le Bourg-le-Comte, un dans le centre-ville et un pour les hameaux. Et puis, les comités projets, qui eux seront vraiment pour les projets qui concernent toute la ville, avec des personnes qui ressortent et des gens de l'opposition et de la majorité. Et donc ce sera le lieu de débat, mais aussi le lieu où on trouvera les élus. Donc l'idée, c'est de rendre aussi plus accessibles les élus, puisqu'aujourd'hui c'est un peu difficile d'aller à un endroit et de trouver un élu tout de suite. Et bien là, il y aura justement des bureaux qui permettront de les retrouver facilement. On oublie donc les querelles d'opposants et de majorité, puisque c'est ce que vous dites, hein, vous voulez une gouvernance qui soit partagée jusqu'à l'ensemble des élus du conseil municipal. Là, on a l'impression qu'on est dans un autre univers, parce que jusqu'à présent, quand on regarde les conseils municipaux, ça se passe pas comme ça. Je confirme. Ça, c'est aussi le sens de ma candidature, et je le vois là quand je fais du porte-à-porte tous les après-midi, c'est que les gens en ont marre. Les gens en ont marre parce que quand ils lisent la presse toutes les semaines, c'est au final des gens qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Donc l'idée, et c'est aussi la raison de ma candidature, c'est que je veux qu'on puisse travailler ensemble, opposition comme majorité. Alors ça veut dire aussi que l'opposition devra avoir un rôle qui permettra de le faire. Tout sera cadré, c'est pas non plus laisser, je dirais, open bar à l'opposition, mais c'est en tout cas leur donner la parole et leur donner la possibilité de pouvoir travailler, donc aussi les informations qui permettent de le faire. Et puis, parce qu'il y a les élus, parce qu'il y a les représentants associatifs, il y a aussi le monde, la vie civile. Vous voulez avoir des collectifs de professionnels qui vont englober les artisans, les professionnels de santé. Oui, c'est ça. En fait, il y
l'idée c'était vraiment de trouver un équilibre, à la fois l'équilibre plutôt, et là qui est vraiment opérationnel sur les conseils de quartier et sur les comités projets, où là on est vraiment sur de la codécision, de la co-construction avec les habitants, et puis des collectifs qui permettent aux maires déjà de discuter directement, soit voilà, avec les chefs d'entreprise, avec les associatifs, avec les commerçants, avec toutes ces catégories socio-professionnelles, mais aussi d'échanger avec eux. Par exemple sur le comité de lutte contre la désertification médicale, moi j'y ai trouvé un sens quand j'ai vu la fermeture de la maternité. Au final je me suis rendu compte que les acteurs ensemble ne discutaient pas. L'ARS, l'hôpital ne discutent pas forcément avec les professions libérales, et j'ai envie de redonner un peu ce lien qui va nous permettre probablement d'avoir une vision beaucoup plus en amont et donc d'éviter un certain nombre de problèmes. Donc vous l'avez dit, maison de la démocratie au sein de la municipalité, mais aussi développer un ou peut-être plusieurs tiers-lieux qui permettent en fait aux personnes de se rencontrer, de redévelopper de la proximité, et là encore sur différents domaines, dans différents secteurs d'activité. Oui, c'est ça en fait. Ce qui manque à Bernay, je pense, et ce que j'ai ressenti en tant que jeune, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le manque d'endroits pour se retrouver. Et donc l'idée et la proposition de notre programme, c'est de faire 2 tiers-lieux, en tout cas 2 lieux vraiment de rencontre pour les Bernéens et de vie. Le premier qui sera dans la médiathèque actuelle, avec des travaux qui permettront justement de faire tout un espace, pas seulement dédié à la culture, mais vraiment ouvert à tous, où les familles, les enfants, les jeunes et les moins jeunes pourront se retrouver, pourront échanger et être ensemble. Et le pendant plutôt été, en tout cas à ciel ouvert, c'est celui de la prairie, où ce serait tout un réaménagement de la prairie, avec à la fois un skatepark, un city-stade, plein d'outils qui permettront à la famille de se retrouver, de faire un barbecue et au final de favoriser vraiment le vivre ensemble. Donc là, on glisse justement sur l'attractivité du territoire, de façon à toujours permettre aux jeunes et aux jeunes familles de pouvoir résider sur le territoire, sur Bernay. Et là aussi, vous avez un certain nombre de moyens. Non, vous avez parlé, créer des lotissements municipaux, vendre Bernay sur des salons, créer un poste d'animation à la vie associative, création du moulin-bus, c'est pas mal de choses. Vous avez un listing important. En fait, pour moi, l'attractivité, c'est 3 choses. C'est l'attractivité des familles, l'attractivité des entreprises et l'attractivité touristique. Qui tourne autour de la qualité de vie, de toute façon. C'est ça. Et en fait, l'attractivité des familles, c'est tout bête, mais quand j'ai voulu constituer ma liste, je suis allé voir plein de jeunes que je connaissais. Et je me suis rendu compte que tous ces jeunes-là avaient déménagé pour habiter à Plane, à Valaille. Pourquoi ? Parce qu'en final, le foncier à Bernay est beaucoup trop cher et que ces jeunes familles qui se créent, qui veulent construire leur maison, ne peuvent pas le faire à Bernay. Donc ça consiste notamment en créant des lotissements municipaux. On a 6 hectares à Bernay de terrains appartenant directement à la ville, donc je compte même pas les terrains ou les friches qui peuvent être réutilisés, et donc en fait c'est faire des terrains viabilisés avec des prix un peu en dessous du marché, sur critères, et qui permettent justement à des jeunes familles de venir s'installer, et derrière d'avoir des enfants scolarisés dans nos écoles, d'avoir des impôts aussi de payer, et donc de recréer une dynamique de population à Bernay. Vendre Bernay sur les salons. Oui, c'est original comme. Non, pas tant que ça, parce que beaucoup de villes le font. On le fait souvent par rapport à un département ou par rapport à. Mais par rapport à une ville, c'est souvent les grosses villes. Quand je parle de grosses villes, c'est pas péjoratif. C'est souvent les villes de plus de 50-60 000 habitants qui le font. Je pense que c'est important. Alors ça fait pas tout, mais c'est important dans différents domaines, notamment sur les salons par exemple de santé. Il faut qu'on aille vendre les dispositifs qu'on mettra en place sur la santé, justement pour essayer d'attirer des nouveaux médecins. Et sur le reste, c'est vendre aussi touristiquement et en termes de qualité de vie de notre ville, parce qu'on a pour moi une vraie occasion à saisir, c'est celle d'avoir la gare, en plus qui est confortée avec les nouveaux trains de la région, et d'avoir Caen et Rouen à peu près 45-50 minutes, et Paris à 1h20 quand ça va très bien, ou un petit peu plus normalement, mais en tout cas de permettre notamment les familles qui travailleront en télétravail. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose à saisir pour continuer aussi à redynamiser notre population. Et puis création d'un poste, j'y reviens, à l'animation de la vie associative, parce que c'est un poumon quand même de la vie, soit pour fédérer des jeunes et des moins jeunes, soit tout simplement pour faire des propositions de projets. C'est super important, et en fait l'idée c'est de différencier un peu 2 types d'associations, parce que je me suis rendu compte que sur l'accompagnement des associations, au final on est assez déséquilibré. Il y a des associations qui vont toucher beaucoup d'argent, qui vont avoir des locaux, d'autres qui ne vont pas avoir grand-chose, et qui pour autant ont des missions qui parfois sont importantes. Donc l'idée en fait c'est d'avoir des associations, la majorité des associations qui seront à l'espace Marie-Louise Aimé, à la maison des associations, réaménagées, qui permettent de travailler beaucoup plus ensemble, et notamment d'avoir l'appui d'un animateur à la vie associative. Et pour d'autres associations qui portent des vraies politiques publiques, des associations culturelles, sociales, etc., qu'on travaille vraiment sur une convention d'objectifs, et que là, en fait, on ait des moyens supplémentaires, des locaux,
mais que plus que des locaux, en fait, on les fasse directement s'implanter dans nos services municipaux, et donc pour vraiment favoriser la synergie et le travail avec la municipalité. La question politique pour refermer ce magazine, Ludovic Ben Mokhtar, vous arrivez à l'issue du premier tour, mais il faut faire passer un pacte avec une des autres listes. C'est des choses que vous envisagez, ça peut être quelque chose qui puisse vous permettre de consolider votre majorité. Comment vous faites? Vous l'envisagez ou pas? C'est même déjà décidé, puisque ça faisait partie des choses qui, pour moi, étaient non négociables quand j'ai lancé ma candidature auprès des gens qui m'ont rejoint. En fait, à Bernay, on est dans un cas un peu spécial, puisqu'on n'a pas vraiment de liste politique. Quand vous êtes dans une municipalité ou dans une élection, vous avez des listes différentes avec des écologistes, des gens de gauche, de droite. Le fait de faire des fusions de listes est intéressant parce que là, vous représentez plus largement politiquement les habitants. Là, on est plutôt sur des listes personnelles, d'aventures personnelles, avec au final cette diversité dans toutes les listes. Donc non, il n'y aura pas de fusion de listes parce que je me suis vraiment, j'ai vraiment travaillé à construire avec la liste un projet déjà, donc je me vois pas dire à la moitié de la liste écoutez, on n'a pas besoin de vous, et puis surtout de pouvoir travailler ensemble pendant 6 ans, et ça c'est important, il faut avoir des gens qui s'entendent bien ensemble. Merci de votre franchise, merci de votre présence et de tout l'enseignement que vous nous avez diffusé, Ludovic Ben Mokhtar. Magazine que vous pouvez suivre, revivre, revoir sur notre site radiosensation.fr. Merci de votre présence. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.